Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui aujourd'hui va évoquer un film décrié depuis maintenant plus de 7 ans comme étant sûrement la pire adaptation du monde, Dragon Ball Evolution. Et là j'en vois certains qui vont vouloir me dire alors là trop pas, Eragon est largement pire, sauf que d'une part ce n'est pas vrai et surtout on s'en fout d'Eragon, c'est un livre tout pourri à la base, évidemment que ça allait donner un film à chier. Non là je déconne bien sûr, j'ai beaucoup aimé le livre. Non en fait je l'ai pas lu, mais il paraît que c'est cool, n'empêche qu'on s'en fout. Recentrons-nous alors sur notre film du jour. Dragon Ball Evolution est donc une adaptation du manga Dragon Ball, que beaucoup de gens décrivent comme étant le meilleur manga de tous les temps. Sauf qu'en fait, c'est bien plus que ça. C'est d'une part la meilleure bande dessinée toutes catégories confondues, faudrait d'ailleurs arrêter avec cette distinction entre comics, manga, BD franco-belge, mais passons. Mais Dragon Ball est en réalité encore plus que ça, il s'agit de la meilleure fiction de tous les temps, tout format confondu. Et j'ai même envie de dire que Dragon Ball est probablement la chose la plus merveilleuse qui soit arrivée dans cet univers avec la naissance d'Emma Watson et la création du Banana Split. Donc en gros il s'agit d'une œuvre pour laquelle j'éprouve un très grand attachement. Je pense très sincèrement qu'il s'agit de l'histoire qui m'aura tant donné goût pour les récits d'aventure héroïques. Forcément, le fait que je sois un fan du manga Dragon Ball, d'ailleurs j'en profite pour préciser que je parle du manga papier, des 42 tomes, c'est de cela dont je suis admiratif. Je ne parle pas par exemple de l'adaptation en série animée, mais ça on y reviendra après, ne t'en fais pas. Forcément, disais-je, le fait que je sois un fan de Dragon Ball m'a conduit très naturellement à détester son adaptation live par la Fox, et cela m'a aussi conduit à avoir envie d'en parler. D'ailleurs, avant même de lancer ma chaîne sur YouTube, à l'époque où je m'imaginais faire des podcasts sur des sujets passionnants comme les profs, l'école ou surtout, true story de ouf, la cigarette alors que je ne fume même pas, dès cette époque j'éprouvais l'envie de faire une vidéo sur Dragon Ball Evolution qui aurait pour but d'exprimer ma colère. Finalement, je me suis lancé dans le podcast audio pour faire de la critique de film avec le succès fulgurant que l'on me connaît aujourd'hui. Du coup, pourquoi ne pas en avoir profité pour en parler avant ? Eh bien parce qu'il me fallait du temps. S'il y avait bien une vidéo que je ne pouvais pas rater, c'était bien celle-là, la critique de Dragon Ball Evolution. Parce que faire des vidéos un peu merdiques sur des putains de chefs-d'œuvre, c'est dommage, mais ce n'est pas si grave, il suffit d'en trouver d'autres. Mais Dragon Ball Evolution a quelque chose de spécial, d'unique. Cependant, faire une vidéo sur Dragon Ball Evolution suppose d'être confronté à deux obstacles. Le premier étant que je suis un fan de Dragon Ball. Il m'est donc tout à fait possible que mon esprit de fan occulte toute analyse, et vous vous retrouveriez ainsi avec une critique du genre « Le pantalon de Sangoku est bleu, Yamcha a les cheveux blonds, Shenron ne ressemble à rien !» D'ailleurs c'est vrai, ça y ressemble à rien Shenron, les mecs sérieux vous n'avez pas plus de budget pour faire quelque chose qui ait vraiment de la gueule. Enfin voilà, ce genre de remarque un peu stérile. Enfin bien sûr, si l'on prend un peu de recul, il est possible de faire quelque chose d'un peu plus constructif. Il ne s'agit pas d'un obstacle particulièrement infranchissable, suffit de lever un peu la jambe et puis c'est bon. En revanche, le second obstacle est plus problématique. En effet, le fait de faire une critique sur Dragon Ball Evolution se voit confronté à un autre problème. Un problème de taille cette fois. À savoir le fait qu'il s'agit d'un film qui a été moult et moult fois vilipendé. Donc, concrètement, il va être bien difficile d'apporter un point de vue un minimum original. Tu me diras, je pourrais assumer de faire une bonne critique bien virulente sur laquelle nous nous régalerions de cracher sur cette daube infâme, un peu comme l'avait fait le chef Otaku, et c'était bien cool. Sauf que c'est bien le problème. Ça aussi c'est fait du coup, je vais avoir du mal à passer après maintenant, pour trouver de nouvelles blagues qui n'auraient pas été faites 350 fois auparavant. Et bien du coup, pour chercher à savoir comment apporter quelque chose de neuf, un petit angle de réflexion un brin différent, la technique la plus simple est de prendre ce qui est dit en majorité sur une œuvre et de tenir l'avis inverse. En gros, comme tout le monde clame que Dragon Ball Evolution est un gros film de merde, on va prendre sa défense en montrant en quoi c'est un bon film. Non, je déconne, déjà parce que ce n'est pas possible, et en plus parce que je ne peux pas faire passer des WC pour des lanternes, et aussi parce que je n'en ai pas envie. Par contre, j'ai envie de revenir sur cette affirmation selon laquelle Dragon Ball Evolution serait la pire chose qui est arrivée à l'univers de Dragon Ball. Car c'est bien ça le statut de Dragon Ball Evolution, un film qui serait l'offense ultime à l'œuvre culte d'Akira Toriyama, et là je pense que l'on tient à quelque chose qui peut être contesté, autant du moins que l'on puisse s'interroger à ce propos. Et donc du coup, je ne vais pas ici vous livrer une critique du film, c'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo est une chronique spéciale, mais plutôt revenir sur cette interrogation. Est-ce que Dragon Ball Evolution constitue réellement la pire chose qui soit arrivée à l'univers de Dragon Ball? Voilà la question à laquelle nous nous intéresserons et qui conduira cette chronique. Afin d'y apporter réponse satisfaisante, je vous propose de procéder en deux temps. En s'attardant tout d'abord sur cette idée que la mauvaise adaptation du manga serait due à une incompréhension de celui-ci, avant d'analyser ce qui concrètement peut remettre en cause l'idée reçue que Dragon Ball Evolution serait la pire chose qu'a eu à subir ce merveilleux univers, en observant l'impact qu'a pu avoir le film sur cette bande dessinée. Commençons donc par le premier aspect, celui qui porte sur cette incompréhension du livre par le film. Vous n'êtes pas sans savoir que Dragon Ball Evolution a fortement été critiqué en raison de toutes les infidélités qu'il a osé commettre par rapport à l'œuvre d'Akira Toriyama. Et finalement, c'est ce que l'on peut se demander, est-ce une si mauvaise chose que le manga diffère du livre ?
Bon là c'est vrai qu'il diffère beaucoup trop même, mais ce qui pose problème, c'est comment le film diffère par rapport au manga. Pour cela, nous allons nous centrer ensemble sur un point du film différent du livre, bien particulier, et qui aura probablement provoqué plus d'un ulcère chez les fans, Sangoku qui va au lycée. Dragon Ball Evolution a eu pour idée de faire de son héros un jeune lycéen martyrisé par ses camarades et aussi secrètement amoureux de la plus belle fille de l'école. On est très loin du Sangoku de base, c'est un peu comme si Frodon était devenu dans le Seigneur des Anneaux une sorte de Zac Efron version High School Musical. Comment expliquer cet écart ? Eh bien, beaucoup ont déjà relevé que ce changement était dû à une sorte d'américanisation de Dragon Ball. On a essayé de formater le manga afin de le faire correspondre à des standards qui colleraient plus pour un film américain, et Sangoku a eu à subir les frais de cette modification. De ce fait, on a relevé que le film n'avait rien compris au manga d'origine, et que c'est donc pour cela que le film est un ratage. Sauf que pour ma part, je ne pense pas que ce soit ça qui pose problème. Si l'on peut bien évidemment rester sceptique sur la pertinence de la démarche visant à faire entrer Dragon Ball dans des standards plus américains, vu le succès du manga qui a largement traversé les frontières, il s'agit d'une œuvre japonaise que l'on a voulu adapter en un film américain, donc le décalage culturel, si je puis dire, semblait inévitable. Et finalement, ce n'est pas ce décalage en soi qui a posé le problème, mais la façon dont il a été orchestré. Et pour enfin comprendre là où je veux en venir, nous allons prendre pour comparaison le film qui a peut-être, enfin attention ce n'est qu'une supposition, servi de modèle ici, le premier Spider-Man de Sam Raimi. Dragon Ball Evolution possède un postulat initial très proche de celui de Spider-Man. Un jeune lycéen, fou d'amour pour une personne et rejeté par les autres, et qui par la suite va accomplir des choses extraordinaires. Cependant, il y a quelque chose de fondamentalement différent entre Dragon Ball Evolution et Spider-Man. Et pour mieux comprendre de quoi il s'agit, je vais reprendre grossièrement les événements caractérisant l'intrigue de Spider-Man. Peter Parker est donc un jeune lycéen persécuté par ses camarades de classe, il est timide, n'ose pas s'affirmer, et en plus il n'ose pas avouer son amour à la fille de ses rêves. Cependant, un beau jour, il se fait mordre par une araignée radioactive, et à partir de là va développer des facultés surnaturelles. Grâce à cela, il va pouvoir reprendre confiance en lui, en mettant notamment une raclée au mec qui l'emmerdait, et surtout va vouloir se servir de ses nouvelles facultés pour impressionner Mary Jane, ce qui nous amène à la confrontation avec l'oncle Ben, qui va alors lui parler de ses responsabilités, parce qu'à ce moment-là, Peter agit de manière assez immature, il profite de ses pouvoirs pour son propre usage. Suite à cette première confrontation, Peter va décider de ne pas l'écouter, et continuer d'agir à sa guise, et cela aboutira indirectement au décès de son oncle, ce qui sera pour lui sa première prise de conscience et qui le mènera à devenir un super-héros. Et c'est en devenant un super-héros qu'il va pouvoir arriver à se rapprocher de l'élu de son cœur. Cette dernière va s'éprendre de son alter ego avant d'être charmée par Peter, ce qui implicitement va poser la question du rapport entre l'homme et son alter ego surhumain. Et en définitive, à la fin du film, en faisant le choix de renoncer à l'amour de sa vie, Peter fait le choix d'endosser pleinement son rôle de super-héros. Ce qui signifie que dans Spider-Man, qu'il s'agisse des moments où Peter se fait bolosser ou qu'il s'agisse de l'histoire d'amour qu'il entretient, tout a une incidence sur la construction de la mythologie du super-héros, et cela apparaît de manière évidente et fluide, parce que Spider-Man est un film bien écrit. En revanche, dans Dragon Ball Evolution, à quoi sert le fait que Sangoku aille au lycée ? À quoi sert le fait de le voir subir des brimades ? Et à quoi putain de sert sa putain de romance avec Chichi ? À quoi servent tous ces événements dans le film ? Qu'est-ce que cela apporte au récit ? Absolument rien. Le fait que Sangoku se soit fait martyriser ou soit amoureux n'a absolument aucune incidence dans sa quête de Dragon Ball. Et c'est là le véritable problème de Dragon Ball Evolution. Ce n'est pas tant le fait qu'il n'ait rien compris au manga de base, mais qu'il n'ait rien compris au code qu'il a voulu appliquer à ce manga. Alors, bien évidemment, ça ne rend pas le film plus acceptable, bien au contraire parce que ça renforce le foutage de gueule éhonté. Mais il n'empêche que ce n'est pas vraiment une incompréhension du manga qui est la source première du problème ici. D'ailleurs, on peut remarquer que les quelques éléments qui se rapportent immédiatement au manga ne sont pas tous à côté de la plaque, et j'en veux pour preuve le postulat premier de l'histoire qui se centre sur la quête des Dragon Ball. L'objectif de Sangoku et de ses amis est de parvenir à récupérer les Dragon Ball, ce qui est d'ailleurs le même but que Piccolo. Et en ce sens, le film est très proche du schéma suivi dans une bonne partie des mangas, puisque dans le manga aussi, sur une grande partie de l'histoire, l'objectif des ennemis des héros est de récupérer les Dragon Ball. Pilaf, l'armée du Dragon Rouge, Piccolo, les Saiyans et Freezer sont tous motivés par cet objectif. Et c'est donc sur cette quête qu'il y aura une opposition entre les gentils et les méchants. Du coup, l'on peut reconnaître comme point positif à Dragon Ball Evolution d'avoir conservé cet aspect. Surtout qu'il est assez amusant de constater qu'après Freezer, dans la saga de Cell et de Boo, les Dragon Ball sont plutôt relégués à un rôle secondaire, ne servant plus qu'à une sorte de Deus Ex Machina et ne constituent plus un moteur pour l'intrigue. Et du coup, au seul regard de ce postulat, on peut dire que Dragon Ball Evolution est plus proche de l'esprit initial de Dragon Ball que les deux arcs évoqués à l'instant. Bon, après, il est évident que tout cela est à prendre avec beaucoup de nuances. Je ne suis évidemment pas en train de dire que Dragon Ball Evolution est plus fidèle dans l'ensemble que les histoires de Cell et Boo, et encore moins que cela serait mieux. Ils sont très bien ces deux arcs. La saga Cell est d'ailleurs ma saga préférée. Donc fais-moi plaisir et abonne-toi, cesse d'écrire ton commentaire négatif et retire-moi ton pouce rouge.
Du moins, attends encore un peu parce que ce n'est pas maintenant que je vais me faire des ennemis. Ainsi, le but de ces propos était de revenir un petit peu sur ces quelques remarques qu'on en adresse à Dragon Ball Evolution, qui voudrait que si le film est un étron, c'est à cause du fait que le film soit américain, mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. D'autant que si le décalage culturel était la réelle source du problème, comment expliquer par exemple que le film des Chevaliers du Zodiaque soit une grosse daube, ou même Albator avant lui? D'ailleurs, n'est-il pas encore plus frustrant de voir un film Les Chevaliers du Zodiaque tout moisi, quand celui-ci est produit par le même studio ayant accouché de l'animé d'origine? Et c'est sur cette question que je vais entamer le second temps de mon propos en reposant une autre. Et pour ce faire, je vous propose de nous éloigner pendant quelques instants de l'univers de Dragon Ball pour nous intéresser à celui d'Alien. Vous allez comprendre. Alien est un film mythique qui aura initié une saga majeure dans l'histoire du cinéma, qui aura suscité un véritable engouement, et c'est là que je vais vous demander, entre Prometheus et Alien vs Predator, quel est le film qui, selon vous, a porté le plus préjudice à cette saga? On est tous d'accord pour dire que malgré la qualité effroyable de Prometheus, il reste un bien meilleur film qu'Alien vs Predator. Enfin, bien meilleur, c'est sûrement exagéré, mais bon, dans tous les cas, c'est mieux. Enfin, en tout cas, on va faire comme si c'était mieux, parce que sinon mon raisonnement ne va pas tenir. Quand vous regardez Alien vs Predator, vous pleurez. Vous êtes face à un spectacle épouvantable, et vous vous demandez comment il est possible d'avoir pu prendre un univers aussi exaltant pour en faire quelque chose d'aussi navrant. Après ce moment terrible, vous décidez alors de revoir Alien, et vous vous remémorez sa splendeur. Car au final, quelle que soit la qualité d'Alien vs Predator, celle d'Alien s'en retrouvera inchangée, ainsi que votre regard sur le film. Maintenant, imaginons la même situation avec Prometheus. Là aussi, vous vivez un moment très désagréable, mais moins que dans Alien vs Predator. En revanche, quand vous allez revoir ensuite Alien, voici une chose nouvelle qui se produira. Quand vous allez voir la séquence avec cette sculpture imposante à forme humanoïde, vous n'y verrez plus un symbole de mystère et de questionnement qui était absolument fascinant, car maintenant vous savez que ce n'était que l'armure d'un pauvre Kiki qui voulait prendre son vaisseau pour détruire la Terre. De même, quand vous allez voir le Xénomorphe, vous n'y verrez plus cette créature mystique dont on aimait se questionner sur les origines, puisque vous saurez qu'en fait il provient d'un poulpe accouché par Noomi Rapace qui a fait des trucs pas très catholiques avec le même Kiki du vaisseau de tout à l'heure. Au final, l'incidence qu'aura eu Prometheus sur Alien, c'est d'avoir rendu l'univers de ce dernier bien moins passionnant. Et n'est-ce pas ça le pire? Certes, Prometheus est un meilleur film, encore en le disant vite, qu'Alien vs Predator, mais en mon sens, ses effets sont bien plus néfastes. Et quand on se pose alors la question sous cet angle, peut-on toujours affirmer aujourd'hui que Dragon Ball Evolution est la pire chose qui soit arrivée à Dragon Ball? Certes, relativement au manga de Toriyama, l'on n'a à ce jour rien fait de plus mauvais que Dragon Ball Evolution, mais peut-être que l'on peut trouver bien pire que ce film au regard des incidences sur l'univers du manga. Dans ce cadre, je pense que l'on peut évoquer dans un premier temps la question de l'image du manga, de l'impact qu'il revêt dans l'inconscient collectif. À ce titre, Dragon Ball Evolution n'a eu aucune incidence, on s'est simplement dit que c'était un gros film pourri, ça n'a jamais joué dans la manière dont les gens ont pu appréhender Dragon Ball. Alors que si l'on s'intéresse un peu aux clichés qui sont rattachés à Dragon Ball, qui ternissent en quelque sorte l'image du manga, l'on peut relever notamment les combats qui durent des plombes et l'intrigue qui traîne en longueur. Mais tout ça, ce n'est pas vraiment la faute du manga, en tant que tel, mais bien de la faute de l'animé, qui avait cette fâcheuse manie de vouloir se rentabiliser au maximum, et donc de faire traîner les épisodes en longueur, surpassant la limite du raisonnable. Parce que autant sur le papier j'adore le combat opposant Son Goku à Freezer, mais de là le faire durer sur plus de 10 épisodes pour nous fournir un truc de plus de 4 heures, j'ai envie de dire stop. De même, si vous connaissez l'émission Menu Manga, vous devez savoir à quoi fait référence le syndrome Club Dorothée. Syndrome qui consiste à imaginer que Dragon Ball n'est qu'un dessin animé foireux, en raison notamment de ses doublages et dialogues de qualité parfois très discutables. Voici tout un tas de choses que n'aura pas fait Dragon Ball Evolution. Ceci étant, une fois encore, mon but n'est pas de dire que la série animée ou même l'émission ont été néfastes pour Dragon Ball. Il y a eu largement plus d'aspects positifs que d'aspects négatifs, parce qu'ils auront permis de populariser ce mythe qu'est Dragon Ball. Et puis en plus, l'animé nous aura tout de même fourni l'une des meilleures bandes originales du monde. Mais je pense qu'il était intéressant de soulever ces quelques points pour commencer à prendre un petit peu de recul par rapport à Dragon Ball Evolution. Mais plutôt que de nous focaliser sur le passé, revenons dans le présent et intéressons-nous alors à ce à quoi nous avons droit aujourd'hui autour de l'univers de Dragon Ball. Et oui, nous allons parler maintenant un petit peu de Dragon Ball Super ainsi que de Fukatsu no F et de Battle of God. Enfin, tu me diras, c'est la même chose en fait. Le but de cette série de ces deux films est de continuer l'aventure épique de Dragon Ball.
Ce qui est très intéressant de constater tout d'abord, c'est que cette série ou les deux films sont loin d'entraîner l'unanimité quant aux réactions qu'ils suscitent. Certains adorent, d'autres détestent, et je dois reconnaître pour ma part que je penche plus vers la seconde hypothèse. De ce fait est née une division entre les fans, alors qu'avec Dragon Ball Evolution, tout le monde est d'accord, c'est de la merde. Quelque part, ce mépris pour le bousin nous aura tous réunis. Il en découle que Dragon Ball Evolution possède un véritable caractère fédérateur. Et ouais, tu l'avais jamais vu sous cet angle, je parie. D'ailleurs, à propos de ces débats autour de Dragon Ball Super, de manière assez fréquente, j'ai pu voir revenir comme argument afin de défendre la série: non mais attends, Dragon Ball Z c'était pas mieux, c'était exactement pareil. Et il est vrai que bon nombre de défauts de Dragon Ball Super sont des défauts qui sont déjà bien présents dans la série d'origine. Ce qui a quand même pour incidence que pour apprécier Dragon Ball Super, tu dois au préalable déprécier quelque chose que tu as aimé plus jeune. En gros, Dragon Ball Super t'invite à voir Dragon Ball non plus comme un anime grandiose, mais comme quelque chose de daté et de pas si extraordinaire que ça. Et du coup ça craint. De plus, l'incidence qu'ont eu Dragon Ball Super, Battle of Gods et Fukatsu no F est de proposer une suite à l'histoire de Dragon Ball. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je pense qu'à force de trop tirer sur une histoire, on risque de la vider de toute sa substance. Et si on va trop loin, au final, cela peut annihiler tout l'intérêt que l'on éprouve pour l'œuvre d'origine. Et c'est bien ce que je crains ici. Déjà parce que malgré tout l'amour que je porte pour le dernier arc de Dragon Ball, il est bien moins maîtrisé que les précédents. Selon moi, les limites du manga ont réellement commencé à apparaître à partir de ce moment-là. Fort heureusement, la série avait su maintenir le cap, notamment par l'évolution du personnage de Vegeta. Personnage qui au cours de cet arc va vraiment se remettre en cause. S'étant habitué à sa vie familiale pépère, il va chercher à redevenir le guerrier sanguinaire qu'il était auparavant pour accepter ensuite, notamment avec son sacrifice, l'humanité qu'il a en lui. C'était très fort émotionnellement. Et le voir à la fin du manga en père de famille et mari lambda était l'aboutissement de cette évolution, et c'était beau. Et d'ailleurs, ce développement Dragon Ball Super n'aura mis que 2 épisodes pour le foutre totalement en l'air, avec ce passage ridicule de la fête foraine, le passage où l'on ne voyait plus le personnage de Vegeta, mais une caricature ridicule de ce personnage. Cet exemple qui peut paraître futile illustre bien le problème que présentent ces nouvelles histoires, celui de décrédibiliser des personnages, voire même tout un univers. Et ça, Dragon Ball Evolution ne peut pas en être responsable. Déjà parce que c'est une adaptation, donc elle se déconnecte nécessairement de l'œuvre d'origine. Ainsi, quelle que soit sa qualité, elle n'aura jamais la moindre répercussion sur notre manga adoré. Surtout qu'en plus, il a fait un bide. Et aujourd'hui, Dragon Ball Evolution ne revêt plus que le statut d'immonde navet, que l'on pourrait presque assimiler à un nanar. Je vous concède que s'il avait eu le succès fulgurant que celui d'Avengers par exemple, cela aurait pu poser problème, parce qu'avec la popularité, l'image de Dragon Ball Evolution aurait pu être la nouvelle vision du manga qui aurait pu se voir imposer dans notre inconscient collectif, sauf qu'en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Pour cette raison, je me trouve bien plus sceptique face à cette nouvelle série que par rapport à Dragon Ball Evolution. Surtout qu'apparemment, l'une des raisons de son existence est le fait que maintenant, grâce à ça, on peut faire comme si Dragon Ball GT n'avait jamais existé. En effet, c'est vrai, sauf qu'en faisant ça, on fait aussi comme si le tout dernier chapitre de Dragon Ball n'avait jamais existé. C'est un peu comme avec X-Men Days of Future Past ou Apocalypse, qui permet de faire comme si X-Men 3 n'avait jamais eu lieu, mais en même temps on chie à la gueule des 2 premiers films. Mais je m'égare. Une fois encore, ce que montre cet exemple, c'est que l'univers de Dragon Ball avec cette nouvelle série n'apparaît pas comme étant plus vaste, mais au contraire, malléable, que l'on peut modifier au gré du bon vouloir des scénaristes. Et tant pis si on doit se foutre de sa cohérence, de la caractérisation des personnages. Surtout que ce n'est pas comme si la démarche poursuivie par Dragon Ball Super était particulièrement plus reluisante que celle animant Dragon Ball Evolution, puisque ici l'on retrouve aussi la volonté de capitaliser sur l'amour des fans pour lui livrer des épisodes torchés à la va-vite où l'ambition artistique se limite à faire du fanservice mal branlé. On retrouve même le fait d'y associer le nom de Toriyama comme gage de qualité, alors qu'il est évident que ce dernier n'intervient que comme prête-nom et non comme réelle plus-value artistique. Et puis, je ne parlerai même pas du fait que les 27 premiers épisodes de la série ne soient qu'une reprise des 2 films qui sont sortis. C'est quand même probablement l'un des plus grands foutages de gueule où je ne m'étonne de voir personne râler à son encontre. Vous imaginez, c'est comme si, je ne sais pas moi, la série The Shield nous remontrait Avengers mais en modifiant des trucs. Ainsi, l'on se retrouve en présence de créations à la qualité extrêmement discutable, ne bénéficiant pas de meilleure motivation que celle de Dragon Ball Evolution. Et même si, finalement, cette série ou ces films restent en soi bien plus digestes que le bousin de James Wong, pour ma part, ils représentent une menace bien plus grande pour Dragon Ball. Leurs effets néfastes sont bien plus conséquents. Car en définitive, quels sont les effets néfastes de Dragon Ball Evolution? Mis à part le fait de nous avoir fait passer 1h16 minutes parfaitement désagréables. Eh bien, rien du tout, parce que si l'on regarde ce qu'il a eu comme point positif indirectement, il y en a pas mal. Tout d'abord, ce film nous aura rappelé à quel point nous aimions ce manga, et à quel point il était brillant.
Ensuite, comme je l'ai fait remarquer, il aura su nous rassembler, car au final, tout fan de Dragon Ball déteste Dragon Ball Evolution. L'on retrouve alors ici quelque chose de très identitaire, et surtout, comme je l'ai mentionné au début, tout le monde a eu à donner son avis sur le bousin, et on a pris du plaisir à le faire. Regarde, le chef Otaku, pour son épisode spécial, qu'a-t-il choisi de traiter? Non pas un manga culte ou célèbre, mais Dragon Ball Evolution, ou même Mr. Enzor. La seule fois où il a décidé d'évoquer un film, c'est celui-là qu'il a choisi. Il aurait pu prendre une autre adaptation, comme celle d'Hot Boy, mais non, ça a été Dragon Ball Evolution. Ce film a quelque chose de très inspirant. On aura beau dire ce que l'on veut, que c'est le film le plus épouvantable du monde, et qu'il n'y a rien de pire, mais ce film nous inspire bien plus que d'autres. Tiens, par exemple, comme ça, au feeling, on te propose de choisir entre Dragon Ball Evolution et le prochain film des Frères Dardenne, celui qui passe à Cannes en ce moment, tu préfères voir et chroniquer lequel? Et oui, toi aussi tu préfères Dragon Ball Evolution, et c'est bien normal. Ce qui fait que Dragon Ball Evolution aura apporté bien plus de bien que de mal. Dès lors, ne devrions-nous pas le remercier pour tout ce qu'il nous a apporté? Non, bien sûr que non, jamais de la vie. Tout d'abord parce que ça... Une bombe m'attend. Voilà, quel que soit le film, le contexte, ce genre de truc, ça ne devrait pas être permis, et encore moins quand tu portes le nom de Son Goku, et puis surtout parce que les effets positifs de Dragon Ball Evolution découlent de notre haine envers lui. Donc il ne faudrait pas tout annuler en ayant de la sympathie à son égard. Mais je pense qu'à l'avenir, nous pourrons garder tous ces éléments en tête quand nous aurons à faire face à ce film ou toute autre adaptation que nous avons estimée comme foireuse ou injurieuse. Voilà, cette vidéo touche à présent à sa fin, j'espère que celle-ci vous aura plu, pas trop ennuyé. Je vous dis merci beaucoup, au revoir, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine vidéo.